La fusion de l'œuf fécondé par le spermatozoïde forme le zygote. Les deux noyaux vont se rapprocher et fusionner. C'est ce qui va former le disque embryonnaire. C'est l'embryon avec ses 3 feuillets qui donneront naissance aux organes. Et la multiplication cellulaire va se faire selon la suite mathématique de Fibonacci, de manière exponentielle, avec l'aide de ce qu'on appelle les centrioles. Cette cellule primordiale manifesterait-elle l'origine de la vie? N'étant pas reproductible en laboratoire, on se perd en hypothèses. Observons-la. L'embryon est circulaire et déjà polarisé dès le début avec ce qu'on appelle les pôles animal et végétal, le ciel et la terre. Son évolution amène à la division cellulaire. La cellule est composée d'un noyau, dans un milieu qu'on appelle le cytoplasme, où se trouvent les centrioles, et une membrane périphérique polarisée avec une différence de potentiel. La membrane est perméable avec des pores, ce qui lui permet de communiquer avec l'extérieur et ses voisines. Lorsqu'une information arrive, la membrane va se stresser et envoyer des signes d'urgence dans le cytosquelette qui n'a ni neurones ni système nerveux. Ce cytosquelette est fait d'un ensemble de protéines spiralées, appelées tubulines, et d'os structurés, véritables médias biologiques du vivant. La cellule va réagir. Le noyau va envoyer ses instructions en conséquence au cerveau limbique chargé de traiter l'information. L'espace intercellulaire contiendrait toutes les informations nécessaires à la vie et à son organisation, celles qui articulent tout notre développement, qui nous poussent à nous individualiser, qui donnent le sens à notre vie, qui nous font marcher, parler et penser. Il y a 100 000 milliards de cellules qui se renouvellent chaque jour à des rythmes différents dans notre organisme. Les cellules mortes sont évacuées sans que nous y prêtions attention et sont régénérées pareillement. Selon l'hypothèse géniale du mathématicien et biologiste Émile Pinel, la cellule est composée d'un champ unitaire H, une sorte d'espace structuré à 3 composantes. H1 qui est matière physique et de comportement électromagnétique généré par la biologie du vivant. H2 qui est immatériel et informationnel de comportement magnétique. H3 qui est médiateur entre H1 et H2, ayant une fonction de transition comme un effet piézoélectrique, donc à la fois physique et informationnel. C'est lui qui permet de générer la molécule d'ADN. À la mort, les champs H1 et H2 deviennent inactifs. H3 ne meurt pas, mais reste inactif, les métaux quittant la cellule jusqu'à la disparition de la forme. Ce que l'on sait au niveau de la particule et de l'atome est vrai au niveau de la cellule, est vrai au niveau de l'organe, est vrai au niveau des organismes, est vrai dans l'univers. Si une personne est capable d'arrêter le flot de ses pensées, elle est capable dans cet intervalle de capter le champ H2 informationnel de l'univers. Elle doit taire ses propres pensées pour que son propre champ n'interfère pas avec l'univers. Cette personne va capter des informations sous forme de neutrinos, qui sont les supports informationnels. Les cellules de son système nerveux pourront transformer ces informations en courant électrique pour donner forme dans son propre champ intracellulaire. Le cœur est symbole de la pensée et de l'esprit. Les chercheurs ont démontré que le cœur est une composante clé du système émotionnel. Les signaux générés par son activité rythmique jouent un rôle majeur dans la détermination de la qualité de nos expériences émotionnelles. Les signaux du cœur impactent profondément les fonctions cognitives en vertu d'un réseau de communication entre le cœur et le cerveau. Lors d'un stress ou lorsqu'apparaissent des émotions désagréables, la courbe du rythme cardiaque devient irrégulière et désordonnée. Les signaux neuronaux du cœur qui vont vers le cerveau inhibent les fonctions cognitives supérieures. Le cœur contient un système nerveux indépendant et bien développé, avec plus de 40 000 neurones et un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules d'appui. Grâce à ces circuits tellement élaborés, il semble que le cœur puisse prendre des décisions et passer à l'action,
indépendamment du cerveau, et qu'il puisse apprendre, se souvenir et même percevoir. Annie Marquier, ayant une expérience professionnelle de recherche et d'enseignement de plus de 25 ans dans le domaine du développement de la conscience, mentionne ceci. Le cœur envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Il est l'unique organe du corps doté de cette propriété. Ensuite, le cœur produit l'hormone ANF, celle qui assure l'équilibre général du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Il semble qu'au travers du rythme cardiaque et de ses variations, le cœur envoie des messages au cerveau et au reste du corps. Le champ électromagnétique du cœur est le plus puissant de tous les organes du corps, 5000 fois plus intense que celui du cerveau. Et on a observé qu'il varie en fonction de l'état émotif. Et nous savons que le champ magnétique du cœur s'étend de 2 à 4 mètres autour du corps, c'est-à-dire que tous ceux qui nous entourent reçoivent l'information énergétique contenue dans notre cœur, et inversement. On le voit bien, le cœur met en action dans le cerveau des centres supérieurs de perception complètement nouveaux qui interprètent la réalité sans s'appuyer sur des expériences passées. Sa connaissance est immédiate, instantanée, et pour cela, il a une perception exacte de la réalité. La conclusion en est que l'amour du cœur n'est pas une émotion, c'est un état de conscience intelligente. Les ondes cérébrales sont synchronisées avec les variations du rythme cardiaque, c'est-à-dire que le cœur entraîne la tête. Le péricarde a une membrane très mince, formant une sorte de sacoche entourant le cœur. Un blocage énergétique sur le péricarde affectera tel ou tel système organique. Un stress pourra donc engendrer des troubles différents selon chacun. Les symptômes peuvent être multiples, mais résulter d'un même fait, la rétraction du péricarde. Par ses nombreuses insertions anatomiques et neurophysiologiques, le péricarde est intimement lié au cœur, mais également au diaphragme, à la trachée, à l'entrée de l'estomac, à l'ésophage, au centre phrénique responsable de la respiration, aux voies artérielles et veineuses, aux ganglions stellaires qui sont la clé et la régulation du système nerveux neurovégétatif, à la base du crâne, aux charnières vertébrales de la 6e cervicale à la 4e dorsale, à la thyroïde, au thymus, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur est synchrone avec les ondes cérébrales. C'est lui qui entraîne la tête. Il faut savoir aussi que le cœur comporte 40 000 neurones et a un réseau de neurotransmetteurs complexes, des protéines et des cellules d'appui. Il faut également savoir que le cerveau a la possibilité de réaction immédiate, c'est-à-dire de prise de décision sans passer par le cerveau. Donc en résumé, la perception émotionnelle est reçue par le cœur. C'est le cœur qui reçoit cette information. Pourquoi le cœur? Eh bien parce qu'il possède 40 000 neurones, on aura l'occasion de l'expliquer, et un système neurotransmetteur pour communiquer avec le cerveau limbique, qui lui est le filtre émotionnel, lequel cerveau limbique va envoyer les informations pour trouver une solution biologique à ce choc émotionnel qui vient d'arriver. Alors pourquoi le cœur? Bien parce que le cœur est le noyau de notre organisme. C'est lui qui reçoit les informations en premier, bien avant que nous les captions au niveau du cerveau. C'est le cœur qui envoie au cerveau l'information reçue. D'autre part, le cœur a cette capacité, puisqu'il se projette dans ce champ-là, dans cet espace externe, à 2 voire jusqu'à 4 mètres au-delà du corps physique. Le cœur, figurez-vous, a la capacité de pouvoir donner les ordres directement sans passer par le filtre limbique, le cerveau limbique. Autre détail qui a son importance, c'est que la fréquence sur laquelle le cœur travaille, la fréquence électromagnétique, est 5000 fois supérieure à celle du cerveau. Or, l'électrocardiogramme ne nous livre pas tout du fonctionnement du cœur. Nous n'observons que le rythme des battements du cœur. Mais nous n'avons pas les outils qui nous permettent actuellement
de pouvoir mesurer cette partie invisible. En résumé, comme je viens de le décrire, la fonction du cœur en relation avec le cerveau et en relation avec l'espace externe du corps physique explique tout l'intérêt de ce système, car c'est vraiment un système fonctionnel qui met en évidence ce qui pourrait être une compréhension nouvelle de la maladie. Tout le monde sait aujourd'hui quelle peut être l'importance de l'impact du stress, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments de nature émotionnelle qui viennent perturber les fonctions physiques, entraînant tout un tas de pathologies que vous connaissez. Fatigue, mal de dos, insomnie, etc. pour ce qui concerne les solutions biologiques les plus légères où le corps ne sait pas exprimer ce qui l'empêche de vivre normalement.